Bon, les gars, de toutes les périodes et de toutes les ères historiques, le 21e siècle est sans doute la pire pour les rapports hommes-femmes. Rivalité entre les genres, féminisme 2.0, dépréciation de la fidélité, rejet de la maternité, mise à mal de la structure familiale traditionnelle ou encore apparition de Pokémon très très rares dans le roster chelou de cette époque Oni. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. N'en jetez plus, on a tous compris que la situation était délicate pour les rêveurs, les poètes et les romantiques attachés aux relations épanouies. À une époque où presque 50% des mariages finissent en divorce, je crois qu'on est d'accord, les temps sont rudes. Pourtant, les relations hommes-femmes n'ont jamais été un long fleuve tranquille, et en littérature, les souffrances amoureuses sont le lieu commun par excellence, le topos comme on dit. Depuis Tristan et Iseux, on ne compte plus les myriades de bouquins qui gravitent de près ou de loin autour de ce sujet, mais parmi tous ces textes fascinants, il y en a un dont je voulais vraiment vous parler depuis longtemps, parce que c'est probablement, de façon inconsciente et donc totalement fortuite, le manuscrit qui rend le mieux compte des désarrois d'un jeune homme qui galère avec les femmes, se confronte à l'infidélité, s'essaye au libertinage et devient, ce faisant, encore plus malheureux. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Sois un homme, Zbé, et une prestance. Alors, de quel bouquin suis-je en train de parler? De ce petit chef-d'œuvre, La confession d'un enfant du siècle, d'Alfred de Musset. Écrivain majeur du 19e siècle français, Musset fut également un poète, un voyageur, un académicien et un colossal queutard qui entretint d'ailleurs une relation assez orageuse avec George Sand et finit par se faire cocufier en beauté par cette dernière. Et tout ça, toute son expérience, il l'a mise au service d'un texte absolument iconique dont on va parler aujourd'hui. Allez, venez. Alors comment ce petit roman souffreteux qui ne paye pas de mine au premier abord peut vous aider à surmonter votre 12 millième râteau du mois, votre bug Tinder incurable et la rage que vous ressentez en voyant Brandon le chat soulever la Chloé de vos rêves? En quoi l'amour est-il une grosse farce dont vous êtes le dindon et qui dure maintenant depuis plusieurs siècles sans interruption? Et est-ce que Musset, le fifrelin à la coupe de Jean-Eudes du 16e arrondissement va vous permettre de relativiser vos galères sentimentales et affectives? Eh bah, sans nul doute, et on va voir ensemble par quels moyens. Mais avant toute chose, comme disait Musset lui-même, abonnez-vous, aimez la vidéo du hussard, activez la cloche et passez vous abonner à ces gazettes numériques qui s'affichent à l'écran. Hop hop hop, on s'active les puces X3000. Alors qu'est-ce que vous attendez? Obéissez à la voix du maître, je compte sur vous. Et puis tant qu'à faire, histoire de rester dans le thème de la séduction, des rapports charnels et des difficiles échanges entre hommes et femmes, je vous recommande de faire un tour en description pour visiter le site de La Giberne, la maison d'édition que j'ai fondée et dont le second roman, Les Saints d'Esprit, traite avec un regard, vous le verrez, original de ces mêmes thématiques. Allez hop, on soutient l'édition indépendante, sans votre aide, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et puis une fois que ceci est fait, nous, on plonge dans ce roman absolument incroyable sans plus attendre, générique. Publié en 1836, La confession d'un enfant du siècle est un roman, au premier abord, assez déconcertant. Les premiers chapitres de ce livre, qui ont largement fait sa notoriété, sont écrits dans un style épique et puissant, tonitruant comme un cœur de l'armée rouge, et plein de punchlines d'anthologie. Là-dedans, le narrateur nous résume, à grands traits, toute l'épopée napoléonienne et le sentiment de grandeur, d'exaltation même, qui accompagnait cette glorieuse page de l'histoire nationale. Franchement, rien que pour ces quelques pages au début, si vous êtes un admirateur de l'Empire, ce texte est un passage absolument obligé. Tenez, pour vous en convaincre, je vous file un extrait, ça parle de Napoléon et ça donne le ton. Un seul homme était en vie alors en Europe. Le reste des êtres tâchaient de se remplir les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens, et lui, prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l'humanité, il la tordait entre ses mains et en faisait une corde neuve à son arc. Puis il posait sur cet arc une de ses flèches qui traversèrent le monde et s'en furent tombées dans une petite vallée d'une île déserte, sous un saule pleureur. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes déjà en description pour acheter le bouquin, et c'est très bien. Continuez, je veux pas vous interrompre, mais nous, on va quand même pousser la narration un peu plus avant. Comme vous le savez et le regrettez sans doute, l'Empire napoléonien n'a pas très bien fini. En 1815, Napoléon est à Sainte-Hélène et le gros Louis XVIII, littéralement en voie de putréfaction avancée, remonte sur le trône de France. C'est l'époque de la Restauration, et pour tous les jeunes gens de ce temps, Musset est né en 1810, donc on est en plein dans son enfance là, la désillusion est rude. Eux qui n'ont connu que les récits épiques des batailles livrées par leur père et la promesse d'une gloire militaire incroyable sous les ordres de l'empereur, ils se retrouvent soudain dans un monde aseptisé, poudré, plein de vieilles prétentions nobiliaires, et tellement coincé du fiac qu'il doit y avoir une pleine manufacture de balais dans son rectum, c'est pas possible autrement. Limite, j'avais pas laissé un petit peu le cul dépassé avec une plume, tu sais. La boniche de maison. Bon, c'est tout. Dans cette délicate situation, cette génération, que lui reste-t-il? Eh bah, deux choses. Petit 1, une forme de tristesse et de nostalgie envers une époque qu'elle a mal connue, et petit 2, la séduction et les aventures amoureuses. À la fin des années 1820, c'est donc à cela que se consacre le narrateur de La Confession, Octave, une sorte de décalque absolu d'Alfred de Musset, le prénom en moins. Au début du roman, Octave, qui a 19 ans, il s'aperçoit par hasard, à l'occasion d'un dîner, que sa maîtresse, dont il est éperdument amoureux, le trompe vergogneless avec un random tocard de passage. Brisé par cet événement, il provoque l'autre ahuri en duel et perd. Il quitte alors pour de bon sa maîtresse et sombre dans une dépression plutôt vénère. Quoi? Ah bah oui, j'avais dit que la suite du roman allait violemment contraster avec le début épique. Oubliez Napoléon là, on est passé au pays des... Baltringue.
Tout ce roman, il consiste, à partir de cet état initial plutôt foirax, en l'apprentissage d'Octave qui va peu à peu se remettre de ce choc initial et explorer de nouveaux horizons avec les Zoulettes. Pour cela, en suivant les recommandations de son poteau Déjeuner, il va s'intéresser au milieu libertin et à la séduction éhontée, en tâchant de quitter un peu le carcan de célestinerie qui l'enserre pour devenir une espèce d'alpha queutard en puissance. Puceau, moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Malheureusement pour lui, Octave se rend assez vite compte que draguer pour draguer sans éprouver de sentiments, ça ne sert concrètement à que dalle, et qu'en plus, ça fait de toi une machine froide et inhumaine. Un jour, alors qu'il chine une Zoulette qui lui apprend que sa mère vient de passer l'arme à gauche, Octave se rend compte que cette nouvelle ne lui fait ni chaud ni froid. On bat les couilles, frère. Un peu horrifié par ce constat, il décide de renoncer à son abonnement premium Tinder Gold plus art de séduire et de se retirer un peu de toutes ses carabistouilles. Les circonstances vont d'ailleurs l'aider, car il apprend en parallèle que son ancienne maîtresse n'avait en réalité pas un, mais 15 000 amants en même temps, ce qui fait d'elle, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, le plus gros parking à Braxouille entre ici et Alpha du Centaure. On le connaît, ton passé collection de bites et puis c'est tout. Et cette vérité, elle fiche un nouveau coup au moral d'Octave. Et puis pour ne rien arranger à ses problèmes personnels, notre Gus apprend aussi que son padré est mourant. Il se dépêche donc de le rejoindre à la campagne, mais arrive trop tard. Très ému par cette disparition soudaine, il entame une vie recluse et solitaire dans le manoir familial. Alors, sur le coup, sa diète Raptor Coaching Pro couplée à de la méditation et à de l'introspection lui font beaucoup de bien, mais vous vous en doutez, ça ne va pas durer. Un jour, au village du coin, Octave fait la rencontre de Brigitte Pierson, une jeune veuve à peine plus âgée que lui. Vous devinez déjà la suite. Octave tombe amoureux de Brigitte, Brigitte hésite, Octave insiste, Brigitte le repousse, Octave s'entête, et finalement, comme toute cette histoire se passe 200 ans avant que les actrices en vogue s'avisent de lancer le hashtag MeToo, Brigitte finit par céder et tomber elle aussi sous le charme d'Octave. Happy end? Eh bah pas tout à fait, on n'a pas fini. Octave a beau être heureux en couple, ses précédentes désillusions l'ont profondément marqué. Rapidement, il s'aperçoit qu'il a beaucoup de mal à faire confiance à Brigitte et s'imagine en permanence qu'elle s'apprête à le trahir. Bien entendu, le gonze est en pleine psychose plus alu paranoïaque, mais Brigitte s'en offusque quand même et leur histoire va battre de l'aile à cause de ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis un jour, Monsieur Smith arrive. Oui, Monsieur Smith. J'ai jamais vu un mec avec un blaze aussi générique, ça me fume. J'ai l'impression que Musset avait limite envie de l'appeler Monsieur Élément Perturbateur. Bref, Monsieur Smith donc, c'est un ami de longue date de Brigitte qui vient rendre visite à nos tourtereaux. Rapidement, Octave s'aperçoit que Monsieur Smith est amoureux de Brigitte et que Brigitte, toute fidèle qu'elle soit et demeure à Octave, s'il était pas là, bah elle serait pas contre un 5 à 7 avec notre élément perturbateur. Et vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Ça, bien entendu, Octave il le vit très mal, et il décide même, après avoir tourné et retourné la question dans tous les sens, de trucider les wannabe tourtereaux avant de se terminado lui-même, histoire de mettre tout le monde d'accord. Mais enfin, ça va pas! Ah bah, quand je vous disais que le mec était brisé, vous voyez que je n'exagère pas. Mais au moment de lancer son attaque au couteau non radicalisé, Octave est pris de remords, et s'aperçoit que c'est son égoïsme et son entêtement à conserver près de lui une femme qu'il n'aime même plus vraiment, qui rend tous les autres protagonistes de cette histoire malheureux. Il décide donc de renoncer à ses prétentions sur le cœur de Brigitte, et de s'en retourner solo à Paris pour grailler un Otakos au KLMZ avec ses straps Victor Hugo et Alfred de Vigny. Fin du roman, qui s'achève sur cette phrase restée célèbre. Il regarda une dernière fois sa ville natale dans l'éloignement, et remercia Dieu d'avoir permis que, de 3 êtres qui avaient souffert par sa faute, il ne resta qu'un malheureux. Voilà. Bon, alors ce roman il soulève tellement de questions intéressantes que je ne sais pas par où commencer, on va y aller avec méthode. Déjà, partons du constat le plus évident. Ce livre laisse un goût étrange après lecture, en ce qu'il ne met pas en scène un gentil garçon qui devient un don Juan patenté, ni même un terrible puceau qui devient un colossal tartineur de daronne. En fait, La Confession c'est un roman qui vous explique que le bonheur conjugal, au sens entier et romantique, sera toujours une vague illusion, et qu'à terme, dans toute relation, vous aurez le choix entre un confort bourgeois et paisible, qu'il faut pouvoir supporter et dont il faut pouvoir se contenter, c'est pas donné à tout le monde, et la plus cruelle des solitudes, dès lors que votre addiction à la passion amoureuse vous force à sauter de partenaire en partenaire dès que la passion éclatante des premiers jours s'estompe un poil. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Et en plus de cela, un truc vraiment difficile à admettre mais que ce roman vous agite sous le nez, c'est que la fidélité, bah, c'est un truc assez hasardeux en fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, de la règle des 80-20 ou de l'hypergamie féminine amplifiée par les réseaux sociaux. Non, le phénomène de base, il était déjà bien présent et totalement visible à l'époque de Musset. Et ce que ce bouquin vous montre, c'est que conçoit sa vie et placer tout son bonheur sous le haut patronage d'une entité instable et faillible, c'est-à-dire sous le contrôle de votre moitié, c'est un calcul extrêmement hasardeux. Et ça, Octave, qui se fait quand même cuck 2 fois dans le bouquin, une fois au début et une fois à la fin, il pourrait en témoigner. Mais pour autant, et c'est là toute la subtilité de cette histoire, la fuite en avant dans une séduction permanente et abusive n'est pas non plus une solution pour Octave. Lui, c'est pas Christophe Castaner. Sa grande affaire dans la vie, celle qui le remplit de bonheur et le transporte d'extase, c'est pas de sortir d'une orgie au Macumba pour filer en partie fine à l'Elysée. T'as capté? Ouh là là, c'est la décadence. Lui, il cherche tant bien que mal un équilibre qu'il n'arrive pas à trouver dans tout le roman, ce qui fait que La Confession finit en aporie. Le bonheur conjugal d'Octave n'a pas été trouvé. Alors, est-ce que tout bonheur
meilleur est impossible. Non. Mais est-ce que tout le monde y aura droit? Non plus. Et il y aura toujours, comme Octave, des perdants de la braguette. Et ça m'amène au second aspect intéressant de ce roman, le spleen du narrateur. La confession d'un enfant du siècle, c'est le roman qui a popularisé l'expression de mal du siècle. En gros, au 19e siècle, au sortir de l'effervescence révolutionnaire et des incroyables aventures de la Grande Armée, toute la jeunesse européenne, et française en particulier, ressentait une forme de mal-être existentiel. Aujourd'hui, on parlerait certainement de dépression, mais à l'époque, la psychologie n'existait pas encore, et on peinait à qualifier ce sentiment de vide existentiel, de tristesse, de tension nerveuse et de certitude que la vie, en fin de compte, ne sert à rien. Et là-dessus, pif paf pouf, Musset a déboulé avec son roman et a mis des mots sur ce que tout le monde ressentait. Et là où ça devient génial, c'est que notre époque aussi résonne avec ça. Les gamins de 1820, ce qu'ils expérimentaient finalement, ce n'est pas différent du vide profond qui anime les occidentaux aujourd'hui, et qui les pousse à fuir la réalité dans les séries, les jeux vidéo ou les mangas. Dans les deux cas, les gamins ont grandi sans père, qu'ils soient partis à la guerre ou juste partis acheter des clopes il y a 15 ans. Dans les deux cas, ils ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts. Dans les deux cas, ils se réfugient dans les intrigues sentimentales les plus malsaines possibles. Et dans les deux cas, la vie, pourtant facile et joyeuse pour qui sait la prendre, leur paraît écrasante et morose. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc oui, Musset a beau avoir vécu au 19e siècle, vous pouvez très clairement le voir comme un chômeur d'esco zéro tout qui zonerait sur le 18-25 en bouclant sur les femmes entre deux pintes de picombière. D'ailleurs, je vous ai dit que Musset il avait fini alcoolique. Alors, je récapitule. Vous avez là un roman d'une profondeur incroyable et d'une richesse stylistique époustouflante qui raconte les aventures amoureuses d'un jeune homme sensible en quête d'idéal dans un monde qui n'en a plus à lui offrir. Donc, en plus de vous offrir un regard sans concession sur les rapports homme-femme, ce livre vous montre combien une vie vouée uniquement à la recherche d'un partenaire amoureux est une vie vouée à l'échec. Et bah oui, les gars, c'est toujours en vous focalisant sur un truc en particulier que vous vous assurerez que ce truc précis n'advienne pas. Faut laisser un peu de mou à la vie si vous voulez qu'elle vous surprenne. Alors au lieu de swiper les applis de rencontre comme les turbodaleux que vous êtes, si vous faisiez une pause, preniez un livre et lisiez un peu. Si ça se trouve, vous aurez l'occasion de draguer votre future conjointe en parlant de Musset, et là vous serez reconnaissant envers le hussard pour ses bons conseils. Perso, j'ai déjà dragué en utilisant Cyrano, Baudelaire ou Victor Hugo, et ça marche très bien. Après, bon, je dis ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Le lien est en description. Et puis, vous savez ce qui marche bien aussi? La giberne. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à cette belle maison et à encourager la bonne littérature indépendante. Pays réel, le premier titre paru qui cherche à réinsuffler un peu d'épique dans notre triste époque d'Apter, ou L'essaim d'esprit, le deuxième titre qui parle précisément de vide existentiel et de rapports amoureux malsains, ils sont toujours disponibles à l'achat pour les spectateurs de goût que vous êtes. Version papier, version numérique, version audio, livraison dans le monde entier pour pas cher et avis de lecteurs qui tambourinent au plafond, vous n'avez aucune excuse pour ne pas tenter le coup, alors passez faire un tour, il le faut, c'est votre destin. Là ça devient Beethoven, vous voyez? Il y a un aspect de la confession dont j'ai pas parlé ici, c'est le côté autobiographique du texte. En deux mots, Musset est sorti avec George Sand, elle l'a trompé pendant un voyage à Venise, il l'a quitté et lui a demandé la permission d'écrire un roman sur leur aventure, et paf, ça a fait ce petit chef-d'œuvre. Du coup, merci George Sand, enfin, j'imagine. Le hussard, tu feras un épisode sur George Sand? Maintenant, non. Si vous saviez comme c'est agaçant ce genre de demande à répétition, les gars, le hussard c'est une vidéo par semaine, alors profitez de ce que vous avez et arrêtez de me spammer. Si vous voulez vraiment un coupe-fil pour un épisode, ça existe, ça s'appelle le Tipeee et un gros don, et ceux qui l'ont utilisé en ont été très contents. Pour le reste, laissez-moi gérer mon planning, c'est comme ça que je peux le mieux possible vous régaler, et franchement, jusqu'à présent, vous avez pas eu à vous plaindre, non? Sur ces sages considérations, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à visiter les formidables réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars!